RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et merci de nous écouter toujours sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, on ouvre un coffre rempli de récits, de personnages inattendus et de secrets enfuis sous nos pavés. Nous recevons Aurélien Boucher, historien passionné, guide conférencier et auteur de plusieurs ouvrages qui éclairent la Champagne sous un jour souvent surprenant. Walt Disney, un Américain en Champagne, Marie-Antoinette, reine en Champagne, la Gestapo à Châlons, une exception, le bunker de la gare de Châlons, Joséphine Baker, 3 jours en Champagne, 1940, la bataille oubliée de Châlons où les présidents français et le Rwanda. Aurélien explore notre territoire comme un archéologue des histoires oubliées, révélant que la Champagne n'est pas seulement un paysage, mais une scène où ont défilé des artistes, des reines, résistants, soldats, espions et même des présidents contemporains. On embarque ensemble pour une traversée où la petite histoire se mêle à la grande, sans poussière, sans musée figé, mais avec une lumière vive qui réveille le passé. À tout de suite. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un grand plaisir, oui, merci à toi de m'accueillir. Tous ces livres en moins de 2 ans, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est ça, oui, j'ai un petit peu boulimique là-dessus. Et je crois qu'il y a un livre en préparation. Il y a un livre en préparation, voilà, sur le couvent des Récollets, voilà, sur Notre-Dame, donc 400 ans d'histoire, donc un grand morceau aussi, qui me prend du temps, voilà, qui va bientôt sortir, 18 décembre, voilà, on peut déjà l'annoncer, donc effectivement, dès que j'ai un sujet, dès que j'ai des sources, il y a matière pour un livre, donc ça en fait déjà beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire comme ça ? C'est un rêve de gosse. Vraiment, quand j'étais tout petit, j'étais déjà passionné de littérature. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais bien inventer des histoires ou aller chercher des choses. J'avais vu plus jeune Indiana Jones, voilà, avec Harrison Ford. Ouais. Et je me suis dit, ouais, avec le chapeau, il a des aventures, il est archéologue, il cherche des choses. Mais j'aimerais bien faire ça aussi, moi. C'est impressionnant parce que il y a une histoire, c'est des sujets différents complètement. Oui. On va commencer par Walt Disney, un Américain en Champagne. Qu'est-ce qui vient faire Walt Disney chez nous? Walt Disney, c'est la super histoire. Donc faut se dire, il y a à peu près 10 ans, je travaillais dans les caves pommeries à Reims. Oui. Et ils avaient une tradition, Journée du patrimoine, c'était d'ouvrir les salons privés justement pour les visites gratuites, et ils montraient les livres d'or de la maison. D'accord. Et j'ai une collègue qui vient me voir, qui me dit, Aurélien, t'adores l'histoire? Je lui dis oui. Elle me dit, regarde dans le livre d'or, je vois la tête de Mickey Mouse au stylo plume, et la belle signature Walt Disney 1935. Et j'ai dit, il est venu à Reims, est-ce qu'il serait pas venu ailleurs? Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est de là que c'est parti, effectivement. Il m'a demandé, de 2015 à maintenant, quasiment 10 ans de recherche, voilà, pour refaire tout son parcours à Walt Disney. Et donc, raconte-nous un peu plus sur sa venue en Champagne. Alors il a 17 ans à l'époque, on est fin 1918, début 1919, et lui s'est engagé comme ambulancier volontaire à la Croix-Rouge américaine. Donc il vient pour aider, il va être ambulancier, il est basé à Paris, hôpital temporaire numéro 5, c'est les courses hippiques de Longchamp. Oui. Et dans ses missions, on va lui dire, tu vas emmener des officiers dans les coins qui sont d'intérêt, venir livrer la Croix-Rouge américaine en Champagne, dont le siège est à Châlons à l'époque. D'accord. Donc avec des camions de 5 tonnes, il va venir de temps en temps pour livrer des pansements dans les hôpitaux temporaires et de la nourriture. Donc c'est comme ça qu'à 17 ans, il débarque à Châlons, qui a 50% de ses bâtiments qui sont endommagés. Il y a des soldats partout, il y a des anciens hôpitaux, et lui il se balade là-dedans, il va au Jard, voilà, on imagine comme ça, se promener dans le Jard. Il va près du Castel Marie-Antoinette, donc l'ancien séminaire, c'est l'hôtel de région, et il va passer rue Grande Étape, il va aussi passer par le couvent des Récollets. Alors, ça, c'est incroyable. Il est passé également rue du Lycée. Et si je parle de rue du Lycée, c'est parce qu'il s'est inspiré d'un monument pour faire également oui, effectivement, son château. Il dessine déjà beaucoup à l'époque, on dit que c'est un cartooniste en anglais, et il a dessiné dans un carnet 2 petits rats des tranchées qu'il a vus sur l'ancien front de Champagne, et 10 ans après, l'un des 2 petits rats va devenir Mickey Mouse. Donc c'est une inspiration qui vient de chez nous, effectivement. Il y a plein de bâtiments qui l'ont inspiré, le Castel Marie-Antoinette, rue du Lycée, il y a une belle tour aussi, et aussi le château du Marché dans le Jard.
le bas de ces tours, on les retrouve sur le château de Cendrillon. C'est les tours les plus basses du château de Cendrillon. Et du coup, suite à tes recherches, tu as retrouvé donc des photos de Walt Disney en Champagne. Ouais, effectivement, on le voit ambulancier, il a pas de moustache, il est tout jeune, et il fait des dessins même déjà sur les ambulances. Effectivement. D'accord. Tu nous parlais de Marie-Antoinette, donc une reine en Champagne. On connaît la reine à Versailles, mais beaucoup moins ses passages champenois. Qu'elle venait-elle faire ici ? Alors, elle est venue pour plein de raisons. Première fois, elle a 14 ans, en 1770. C'est le chemin de son mariage de l'Autriche vers Versailles avec le futur Louis XVI. Oui. Donc l'intendant de Champagne, c'est Gaspard Rouillet d'Orfeuille. Il a joué des pieds et des mains pour avoir la venue de Marie-Antoinette à Châlons. Et donc c'est là qu'on va lui dédier la porte Sainte-Croix, justement, la porte Dauphine. Elle va passer en dessous, elle a le droit à un feu d'artifice, 2 pièces de théâtre à l'intendance, donc la préfecture. Et au dîner, elle va nous créer le biscuit rose. Voilà, la du champagne ruinard rosé. Le biscuit de Reims qui est marron à la vanille, elle s'ennuie, elle a 14 ans, elle trempe son petit biscuit marron à la vanille dans le verre de champagne rosé. Et ça finit un biscuit rosé voilà. de chez Fossier. Le Castel Marie-Antoinette, du coup, c'est un lien parce que c'est juste à côté. C'est un lien, oui, effectivement. Donc des années après, on a un industriel chalonnais qui va construire le Castel, 1890 pour sa fille. On est à côté de la porte Sainte-Croix et sa fille l'appelait Isabelle Marie-Antoinette, voilà. D'accord. Comme la reine. Donc ils lui construisent beau château dans lequel elle ne vivra pas parce qu'elle se marie avec un Parisien et elle s'en va. Mais pourquoi la porte Sainte-Croix de Châlons-Champagne, il y a des sculptures que d'un seul côté, explique-nous. Oui, alors ils ont commencé à la construire, ils se sont dit on a le temps, puis quand on va savoir que Marie-Antoinette vient, on se dit oh là là, faut se dépêcher, elle arrive au mois de mai 1770, et on a le temps que de finir les sculptures qui sont quand on arrive depuis l'avenue de Gaulle. D'accord. Et tout ce qui est dans la ville, ils n'ont pas eu le temps, donc quand elle vient, ils mettent des fausses, des moulures qu'ils ont peint en se disant c'est la Dauphine, normalement son rang fait qu'elle va passer sous la porte, elle va pas se retourner. Effectivement, elle s'est pas retournée, elle a jamais vu que la porte, on n'a pas eu le temps de la finir en fait. Tu mets combien de temps pour faire des recherches sur un thème bien précis? Parce que c'est souvent très rapide et t'arrives à dénicher des choses incroyables. Hein. Oui, en général, j'ai une bonne méthode. Donc, quand il y a un sujet qui m'intéresse, je commence à regarder déjà dans les livres ce qu'on peut avoir, si c'est des noms de rues, si c'est sur la ville. Je vais aux archives et en général, il me faut quelques mois pour vraiment cerner un sujet. Je dirais, alors, ça peut paraître rapide, mais 6-8 mois en général, j'ai la matière pour pouvoir écrire quelque chose. Oui. On va changer de sujet. Un nouveau livre, excusez-moi. La Gestapo à Châlons, une exception. Votre ouvrage montre une singularité locale et la Gestapo. Qu'est-ce qui distinguait Châlons du reste du territoire occupé ? Alors on a une position délicate avec Châlons, donc on est occupé dès le mois de juin 1940, après la bataille de Châlons. Il y a 18 000 Allemands qui sont ici, on se retrouve en zone occupée, l'Alsace-Moselle va pas tarder à être annexée, et donc Châlons se retrouve quasiment à la frontière avec l'Allemagne. D'accord. Donc on est entre zone occupée, l'Allemagne, et au-dessus on a la zone interdite avec les Ardennes et une partie de la Marne, on interdit aux réfugiés de revenir. Donc Châlons se retrouve à un carrefour, et c'est une des rares villes françaises à se retrouver dans cette position, à cette époque-là. Et parle-nous un petit peu donc de la Gestapo à Châlons. Donc ils ont réquisitionné donc la Gestapo, la Geheime Stadtpolizei, la police politique allemande. Elle va bien réquisitionner les bâtiments du cours d'Ormesson, là justement, et ils vont dire ce bâtiment-là, on y met la police, un standard téléphonique, on amenait les Chalonnais qu'on venait interroger, et quand on sentait dans un contrôle d'identité qu'il y avait quelque chose de louche, les Allemands faisaient descendre dans les sous-sols, les cuisines, transformées en salles de torture, justement, et transformées en cachots. Et c'est là qu'on a quasiment 1000 personnes de 40 à 44 qui ont été interrogées dans les sous-sols de la Gestapo chalonnaise. Derrière la préfecture, dans le bâtiment de 9 habitants en ce moment, voilà, c'est ça ? Effectivement, c'est ça. Oui, un bâtiment, on passe devant, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé ça dedans, c'est un très beau bâtiment. Il y a une petite pancarte qui explique qu'il faut vraiment venir devant, que c'est un ancien siège de Gestapo, et c'est le seul en France qui a été conservé en l'état. En effet, on peut voir des photos, il y a encore des traces de sang. Voilà, également des prisonniers, on a des graffitis, on a pas mal de documents, ce qui fait que ce qui est préservé, c'est vraiment la partie cachot, oui. Mais c'est le seul qu'on peut voir sur toute la France, il n'y en a que 3 en Europe. Comment aborde-t-on un sujet aussi lourd tout en le rendant accessible au public ? Alors je me suis dit toujours, quand j'ai découvert tout ce qui était Deuxième Guerre mondiale ou même la Shoah, j'avais des professeurs au collège qui étaient super pédagogues. C'était choquant, mais ils nous ont amené ça avec beaucoup d'humanité. Je me suis dit, j'ai envie de comprendre ça. Et je me dis, pour des générations beaucoup plus jeunes qui n'ont pas connu la guerre, comment on peut leur expliquer ces choses-là ? Je me place en historien en me disant, je prends les faits vraiment de manière objective, en disant, voilà, je vous raconte tout ça avec des détails parfois très crus, mais le but c'est
que ça ne se reproduise pas. Voilà, c'est vraiment passeur de mémoire et on est vraiment sur la prévention. On va changer de thème. Un nouveau livre. Le bunker de la gare de Châlons. Le bunker, c'est un morceau de béton qui raconte beaucoup. Pourquoi est-il si important pour comprendre la période ? Alors on a du mal à imaginer, mais Châlons a eu 3 grands bunkers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été construit par le ministère de la Guerre pour protéger la gare de Châlons, qui était une des plus grosses gares de France. Et c'est un bunker donc qui est derrière la mission locale aujourd'hui pour nos auditeurs. Donc, quand on passe sur le pont de Marne, à la gare, voilà, on peut l'apercevoir. Par contre, si on est devant la gare, on ne le voit pas du tout. Il a été oublié pendant plus de 50 ans. Redécouvert en 2021, on a pu rentrer à l'intérieur. C'est fou quand même. Et capsule temporelle, il y a des choses qui étaient superbement bien conservées, des dessins, des graffitis. On a des dates. Et donc c'est un sacré puzzle, effectivement. On n'est pas dans la ligne Maginot, techniquement, mais on a les mêmes équipements. Comment le public réagit-il lorsqu'il découvre cet élément oublié du paysage ? On a des très bonnes réactions, tout le monde me dit à chaque fois, mais on savait pas qu'il y avait ça à Châlons, effectivement. Ils comprennent l'importance militaire de Châlons, et ils sont surpris en se disant, on dit souvent qu'à Châlons, pour certains, qui sont pas forcément chalonnais, il se passe pas grand chose, Reims c'est pas très loin, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a aussi énormément d'histoires à Châlons. C'était important pour toi de faire revivre tous ces moments historiques chalonnais ? Oui, complètement. Je me dis toujours, Châlons c'est une belle ville, on a une super histoire, on a des archives qui sont complètement folles, 27 kilomètres de documents aux archives de la Marne. Et à mon sens, c'est une histoire qui est pas assez développée. Effectivement, on est dans le triangle épernay, Reims, Troyes qui est un petit peu plus bas. Et on se dit toujours, Châlons au milieu, qu'est-ce qui se passe ? On est au cœur de l'histoire de France quand on est à Châlons. Tu n'écris pas seulement, tu fais également des visites. Oui. Sur Châlons ? Oui, sur Châlons. Sur Reims ? Oui. Sur Épernay ? Épernay, si tu as une anecdote à nous raconter, c'est quoi ? Épernay, on a le passage aussi à un moment donné de Marie-Antoinette au retour de Varennes. Oui. Et donc il y a une anecdote sympa. Ils doivent aller vite parce qu'ils ont été découverts. Le peuple est pas très content. Ils s'arrêtent dans une auberge. Ils vont déguster de l'omelette. Voilà, on a du mal à imaginer la famille royale comme ça, mais on leur prépare quelque chose à la va-vite. Et c'est un moment où Marie-Antoinette a failli se faire lyncher. C'est pas passé très loin. Elle a un garçon, le prince, un moment qui tombe de ses bras, il hurle en plein milieu de la foule, il a peur de se faire lyncher lui-même. Donc c'est un moment assez poignant, effectivement. Et donc Marie-Antoinette, elle est passée par l'avenue de Champagne, effectivement. Est-ce qu'il y a un lien entre la Tour Eiffel et quelque chose qui se trouve à Épernay dans une cave de Champagne? Dans une cave de Champagne. Alors on a Gustave Navelet, notre Chalonnais, notre Champenois. Oui. Il est né à Châlons, il est sculpteur, il a fait des sculptures donc dans les caves Jackson, chez nous. D'accord. Pommerie, et il a fait des petites choses pour les caves Mercier, dont le fronton du plus grand tonneau à champagne du monde. 2e prix derrière la Tour Eiffel à Voilà l'Expo universelle de 1889. Je connais un peu de choses, mais je n'ai pas les dates comme toi. Et on peut demander à Maël, notre technicien qui est là et qui nous soutient, qu'il n'y a pas de feuille en face de lui, toutes les dates sont dans sa tête. Joséphine Baker, 3 jours en Champagne, on passe de la reine à Joséphine. Et après, peut-être pas, on va passer par Mimimati, peut-être. Joséphine Baker, 3 jours seulement, mais 3 jours qui comptent. Pourquoi ce passage de Joséphine est-il si marquant? Oui, alors Joséphine Baker, c'est une belle histoire aussi. Elle a été panthéonisée en 2021. Il y a une photo qui a refait surface chez nous. On la voit à l'hôtel de ville de Châlons en train de faire une conférence. D'accord. Et il y avait une petite anecdote où on dit, sur le carillon de Notre-Dame-en-Vaux, le carillonneur a joué la mélodie de sa chanson J'ai 2 amours. D'accord, ok. Et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est venue faire au juste? Et donc, elle est venue en 1957 pour une série de conférences contre le racisme. Donc, elle va faire Châlons, Épernay, Reims. 3 villes qui comptent dans sa carrière, parce que c'est pas la première fois qu'elle est venue, effectivement. La première fois, c'est 1934. Elle a la trentaine et elle fait un spectacle au Casino, donc l'ancien cinéma rue Lochet, à Châlons. Elle chante J'ai 2 amours, elle a un spectacle de music-hall. 1172 personnes, c'est plein à craquer. As-tu ressenti une émotion particulière en retraçant cette présence en Champagne? Oui, alors c'était assez fou parce qu'elle a un parcours admirable. Elle est née en 1906 aux États-Unis. Elle est noire, donc on a cette ségrégation raciale qui est dure. Et quand elle raconte son enfance, je le mets souvent dans le livre, elle le dit, je me suis mise à danser pour avoir chaud en fait. Elle avait froid dans son domicile. Elle se déguisait, elle faisait pas mal de grimaces, elle était comique pour ça. Et quand elle se fait repérer, elle se retrouve à Paris, elle ne parle pas un mot de français. Et elle se retrouve dans la capitale française avec un sentiment de liberté assez fort. Et donc c'est un personnage, oui, effectivement,
qui rappelle d'autres personnages, l'humanité assez forte, et de suivre sa carrière en parallèle avec la Champagne, on se rend compte que la Champagne la marque, et quand elle devient résistante, elle ne peut pas avoir d'enfants naturels, elle a plusieurs fausses couches, elle adopte 12 enfants, elle a ce projet fou de dire je vais adopter des enfants de religions différentes et de nationalités différentes, pour prouver que si on les élève tous ensemble, il y a pas de racisme, on est sur l'égalité. La bataille oubliée. Comment une bataille entière peut-elle sortir de la mémoire collective ? Ah, on est en 1940, donc forcément la défaite de mai-juin, on n'a pas voulu trop en parler, que ce soit avec le maréchal Pétain ou De Gaulle quand il va revenir au pouvoir. Et on a mis ça aux oubliettes. Il faut se dire, on est en juin 40. Voilà, la défaite se rapproche pour les Français. Et on a 12 000 Allemands qui vont se présenter devant Châlons, 12 juin 40, face à 550 Français. Voilà, les braves Chalonnais, ils vont tenir le 12, le 13, le 14 et une partie du 15 juin. C'est un sacré exploit. Mais il y a plus grand monde dans la ville. Le maire, il est parti. Les Chalonnais qui sont 31 000, il y en a plus que 124 dans toute la ville, donc il n'y a pas eu grand monde pour voir cette bataille. Et une fois que les Allemands vont occuper le terrain, justement, ça va être effacé de la mémoire. C'est une défaite, on veut absolument pas en parler. Donne-nous un petit peu de chiffres encore de cette bataille chalonnaise. Alors j'avais dit 12 000 soldats allemands, 150 chars. Voilà, les Français 550 avec 10 chars seulement. Et donc on va avoir une centaine de morts au niveau des Français, ce qui fait à peu près 15%, 20% des effectifs présents. Donc c'est pas une petite bataille au final. Et au niveau des destructions, alors en 4 jours de bataille, quasiment, on a 210 immeubles à Châlons ou des maisons qui sont complètement pulvérisées. Ça, c'est énorme en quelques jours. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis la Première Guerre mondiale. En quelques mois, on a eu ça à Châlons. Ouais. Et là, en 4 jours, en 1940, on a autant. 8e livre 8e livre. Les présidents français et le Rwanda. Alors ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je le disais tout à l'heure, quand j'étais collégien, donc j'ai vu le film d'Alain Resnais, qui parlait justement de la Shoah. Ça m'a marqué. Et une fois arrivé à l'université de Reims, on me demande un choix pour le mémoire. Et je me dis, mais je sais ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90, le génocide. Et j'ai voulu comprendre, mais pourquoi ça s'est reproduit? Alors qu'avec la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais des choses comme ça. Donc j'ai creusé, j'ai trouvé un axe en me disant, on va voir un petit peu la politique africaine. On a reproché à la France, non pas d'être complice du génocide, mais des choses qui n'allaient pas. Et je me suis dit, moi, le petit champenois, je vais aller gratter tout ça, je vais aller aux archives pour essayer de trouver un petit peu les responsabilités. Comment on s'est retrouvé embringué dans cette affaire? Donc je repars du général de Gaulle et on arrive jusqu'à la fin de la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est un sujet donc qui est contemporain et sensible. Oui, complètement, oui. Assez politique, mais qui est intéressant parce que on y voit de la politique, de la géopolitique, on parle des langues, pourquoi on parle le français en Afrique, par exemple, pourquoi l'anglais dans telle partie, le portugais ou autre chose. Et c'est un petit peu le jeu des relations internationales. Voilà pourquoi on est amis avec tel ou tel pays. Donc c'est super intéressant pour comprendre le présent, en fait. Donc tu as travaillé sur chaque président jusqu'à Nicolas Sarkozy. C'est ça. Et quel a été le moment le plus marquant pour Jacques Chirac, par exemple? Jacques Chirac, alors avec l'Afrique, alors on le surnomme pas le père de l'Afrique, mais il avait une relation particulière avec les dirigeants, justement. C'est une certaine génération. Justement, Jacques Chirac, lui faisait son possible pour que la France ait des très bonnes relations avec l'Afrique. Et donc avec le Rwanda, il prend la succession de François Mitterrand. Il est un petit peu fâché. Voilà, il va un petit peu rompre les liens avec le Rwanda à cette époque-là, en disant, le Rwanda accuse la France d'avoir participé au génocide. Chirac va dire non, c'est pas ce qui s'est passé, effectivement. Et on va avoir une commission d'enquête, justement, qui va commencer déjà à nettoyer un petit peu les choses et mettre les responsabilités. Et Chirac, lui, va permettre à la France de garder un pied en Afrique à cette époque-là. On le considère un petit peu comme le dernier président de la Ve République à avoir ce type de relation avec l'Afrique. Ensuite, c'est sûr, les présidents suivants, c'est pas la même histoire. Aurélien, si un seul de tes ouvrages devait rester dans le temps, lequel souhaites-tu voir survivre et pourquoi? Ah, si je devais choisir comme ça, je dirais celui sur Walt Disney, parce que c'est vrai que c'est aussi un rêve de gosse. Voilà, moi, j'ai découvert Walt Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains, je dois avoir 5 ans, et je me suis dit, waouh, quel univers. J'ai suivi tous les Disney au fur et à mesure de leur sortie, et donc ça me tenait à cœur, ça, de me dire, adulte, et puis moi-même papa, je me suis dit, j'aimerais bien transmettre ça, et dire, voilà, le grand monsieur Disney, la plateforme Disney+, et compagnie, de dire, reprenez les origines, il est passé par la Champagne, et une bonne partie de son inspiration, elle vient de chez nous, donc ça me tient à cœur. S'il doit en rester un, c'est celui-là, pour dire,
tout ce que vous voyez, que ça aille de Vaiana à d'autres films, ou Lilo et Stitch, Cendrillon, on part de la Champagne. Ça, c'est complètement fou. Un sujet qui t'a fait découvrir encore plus. T'as pu partager des plateaux de télévision, divers studios radio. Oui, complètement. Pour parler oui. de ce sujet. Oui, parce que Walt Disney, ça a intrigué tout le monde. Quand j'ai dit, mais voilà, un Américain en Champagne, qu'est-ce qu'il est venu faire? Où est-ce qu'il est venu? Il a fait Sainte-Menou, il a fait Châlons, Reims, Épernay. Et dès que j'en parle, même à des visiteurs étrangers, des Anglais ou des Américains, ils me disent, on ne sait pas d'où ça vient. La Champagne cache-t-elle encore des histoires? Oui, il y en a beaucoup, effectivement, mais je pense que j'ai encore un bon projet d'au moins une vingtaine de livres. Quand ça m'intéresse, j'ai envie d'écrire un livre et j'ai encore beaucoup de projets. Oui. Quel livre te tient le plus à cœur, là? Qui est le prochain livre? Là, oui, j'en ai un petit peu comme j'ai fait les célébrités en Champagne. Voilà, oui. Déjà, Joséphine Baker ou Walt Disney. J'en ferai bien sur les Américains, les grands Américains qui sont venus en Champagne. Et là, il y a énormément de monde. Il y a plein de petites anecdotes sympas. Et donc, un 9e livre qui est en cours d'écriture, qui va sortir 18 décembre. Oui. Les Récollets, c'est ça? Oui, effectivement. Parle-nous un peu des Récollets. Voilà, ça c'est la belle histoire. Donc il y a quelques années, mais j'avais eu un entretien d'embauche justement au Collège Notre-Dame, un remplacement, voilà, en français. Et je rencontre le chef d'établissement qui me dit, écoutez, voilà, après l'entretien, je vous fais visiter l'établissement. Et là, j'ai ouvert des grands yeux, je me dis, waouh, le cloître, la chapelle, les vitraux. J'ai tout de suite eu le coup de foudre, et même en voyant le bel escalier en bois du XVIIe siècle, je me suis dit, mais quel endroit vous avez là, quelle belle histoire. Et ça m'a intrigué. Donc les frères qui sont passés, un frère qui sort du lot, c'est frère Luc. Oui, effectivement, voilà. Quel est le lien entre frère Luc et Claude François, par exemple? Voilà, notre frère Luc, quand il rentre en religion, se fait appeler frère Luc de son vrai nom, Claude François. Là, c'est notre Claude François Chalonnais, comme je le dis souvent. C'est pas le lundi au soleil avec lui. Et donc lui, il est né à Paris. Il a été peintre royal. Oui. Il fait un portrait notamment du roi de France Louis XIII et de la reine. Ensuite, il dit, je vais rentrer en religion chez les Récollets, devient frère Luc, et il va venir à Châlons, et il va faire une 40aine de tableaux. Alors, il est vraiment hyper actif. Et au moment de la Révolution, tout ça s'est confisqué, et on les retrouve à Notre-Dame-en-Vaux aujourd'hui. C'est des beaux tableaux qui sont exposés à l'intérieur, et aussi au musée de Châlons, au musée des Beaux-Arts. Il a peint Léon Bourgeois? Non. Alors, il a peint Jean Talon. Jean Talon, voilà, le grand champenois de l'époque, notre premier intendant de la Nouvelle-France. C'est le seul qui a réussi à faire un tableau, justement, un portrait de Jean Talon. D'accord. Ensuite, les sœurs qui arrivent. Oui. Après les sœurs, ils repartent. Voilà. Ils repartent parce que ça devient un magasin de l'armée, c'est ça? Voilà, c'est ça, effectivement, la Révolution. Donc on fait fondre le clocher, par exemple. Ça, c'est la belle anecdote. Dans la Révolution, on manque de plomb pour les balles de fusil, donc on va faire fondre le clocher de Notre-Dame, justement, pour avoir des balles pour la bataille de Valmy. Alors, on l'a gagné, ça portait chance, mais effectivement, pendant des années, c'est des milliers de manteaux, de fusils, de poudre qui vont rester dedans. Et ensuite, c'est Napoléon qui va dire, en 1805, on en fait officiellement une école tenue par les sœurs. Donc les sœurs reviennent. Voilà, les sœurs reviennent, effectivement. Et elles vont rester quasiment jusqu'au début XXe siècle. Ils repartent. Voilà, on a les lois sur les congrégations. On leur dit, vous n'avez plus le droit d'enseigner. Donc plus d'école. On ferme le tout jusqu'à l'entre-deux-guerres, quasiment. Et là, un hôpital. Un hôpital, effectivement, Première Guerre mondiale, 1200 blessés qui sont soignés là-bas entre 14 et 18. C'est énorme, effectivement. Un hôpital auxiliaire, quel numéro? Hôpital auxiliaire numéro 41. Pas mal. Voilà, 10 grande étape. Oui. Voilà. Et on va voir, effectivement, tout est chamboulé, les grands brûlés, les personnes qui étaient amputées, du sang et des larmes, comme je dis souvent. On a du mal à imaginer ça en plein centre-ville. Donc, collège Notre-Dame, il y avait un hôpital. Le collège Saint-Étienne, le cours Saint-François, il y avait également un hôpital. Et le troisième, il y avait un autre... Alors on avait... Je te raconte une bêtise, je ne sais pas. Oui, je reprends. Je suis pas historien. On avait le collège, alors ce qu'on appelait le collège municipal, c'est le lycée Bayen aujourd'hui. D'accord. Voilà, était aussi hôpital. Il y avait 12 hôpitaux à Châlons à l'époque, donc c'est énorme. Moi j'étais à 3, moi. Oui, je me souviens. Aurélien, donc merci, ce n'est pas terminé pour tous ces livres. Mais qu'est-ce qui te donne vraiment envie d'écrire, de faire revivre le passé à ce point-là? Bon, cette idée, toujours, je me dis de comprendre le présent, voilà, le monde dans lequel on vit. Il faut revenir sur le passé, savoir ce qui s'est passé effectivement, les influences, ça nous sert toujours. Et j'ai toujours je pourrais dire cette espèce de foi, effectivement. Je crois en l'humain et je me dis toujours que les histoires, qu'elles soient, je dirais pas
négatives, mais qu'elles soient moins bonnes ou plus joyeuses, il faut pouvoir les transmettre. Et donc c'est vraiment cette idée d'être passeur de mémoire, c'est ça qui m'intéresse. Passeur de mémoire, c'est beau. On va venir se les récoller parce que tu as vécu une semaine de fou pour toi. Oui. Tu as été dans le clocher des Récollets, très 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 peu visité, même très rarement. Oui. Les nouvelles cloches après l'incendie de 1991, 92. 90, excuse-moi. Donc voilà, t'es monté au clocher. Tu as été également au sous-sol. Au sous-sol, oui. où on peut voir encore un puits qui est encore avec de l'eau. Oui. On voit effectivement, c'est comme la coque de bateau à l'envers aussi. Voilà, les souterrains. On a l'impression d'être dans une barque qui est renversée. Dans la chapelle. On a tous ces morceaux de craie aussi. Enfin, c'est super impressionnant et de se dire il y a très peu de monde qui était dedans depuis les guerres mondiales, par exemple. Ouais. C'est un sacré honneur. Ensuite, la glacière, on peut expliquer à nos auditeurs, c'est quoi? Au plein milieu de la cour, il y a une glacière en dessous. C'est quoi cette glacière? Alors, comme on est en Champagne, dès qu'on creuse, on a de la craie, et dès qu'on descend à une certaine profondeur, la température est froide. Donc à l'époque, ils se sont dit, on descend un petit peu, 10-12 degrés, il n'y a pas de frigo à l'époque, avant les années 40. Eh bien, en étant à une certaine profondeur, on creuse, et donc ils mettaient les aliments dedans. Voilà, pour les conserver à bonne température, avec de la glace, avec du sel si jamais c'était de la viande. Et il y a des sacrés souterrains, effectivement, il y a une sacrée profondeur en dessous du collège, on n'imagine pas. Et vite fait pour finir également, tu faisais des recherches, et là tu es tombé sur des photos, mais c'est magique parce que tu es en train d'écrire un livre, tu es à la fin de ton livre et là tu tombes sur des images, des photos de cet hôpital avec des militaires sur les lits. Oui, ça fait longtemps que je dis je cherche, je vais les trouver et là le moment, il est assez fou, je tombe sur les photos. Je vois hôpital auxiliaire numéro 41, chevalier de l'ordre de Malte. Rue Grande Étape. Voilà, et là je me dis, je vois les pierres, c'est l'entrée effectivement qui est sur le côté du collège, et je vois la plaque de rue, je vois Grande Étape. Et là je dis, il y a aucun doute, j'ai reconnu, ça fait plaisir, et je me dis, je sais que ça existait, ces photos, je les ai trouvées, et quand on voit les blessés aussi dans les lits, ou qui sont dans les dortoirs, c'est assez émouvant de se dire, on passe au concret. Voilà, j'ai des témoignages, j'ai des chiffres dans les archives, mais là, de voir les photos, ça devient beaucoup plus concret. Et il y a autre chose qui t'a beaucoup marqué, t'as été ému de ce moment, t'étais dans les greniers, suite à ces photos, et là tu découvres deux bons pour s'asseoir, et ces bons-là tu les vois sur les photos de 1915. Alors ça c'est complètement fou, il y a des détails comme ça, souvent alors que ce soit dans les recherches ou sur le visuel, j'ai ce côté à repérer les choses, et là effectivement on voit ce banc dans un grenier, on dit mais c'est exactement les mêmes pieds, et on voit les photos, on se dit mais voilà, il y a des blessés, ils ont été plus de 1200, et des blessés de Première Guerre mondiale, des gens aussi qui vont décéder là-bas, qui se sont assis sur ces bancs. C'est ça. Et là on se dit waouh, il y a plus de 100 ans d'histoire là qui est là dans ce meuble, et il est face à nous, on est en 2025, fin 2025, ça traverse le temps, c'est complètement fou. Avec une tonne de poussière. Oui, effectivement, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été utilisé. Et donc c'est un honneur de se dire, t'as voulu le nettoyer. Et t'as voulu le nettoyer toi-même. Voilà, et pour dire, il faut le garder, il faut le nettoyer, effectivement, il faut l'exposer en disant, ce petit meuble qui paie pas de mine, il a plus de 100 ans d'histoire. Et il y a des militaires qui sont battus pour la France, qui se sont assis dessus, blessés. Merci Aurélien, merci. Le 18 décembre, le nouveau livre. Merci vraiment pour cette traversée passionnante à travers vos livres, vos recherches et votre regard. Ce que vous nous rappelez ce soir, c'est que la Champagne n'est pas qu'un décor. C'est une passerelle où l'Europe, l'Amérique, l'art, les conflits, les résistances et les destins individuels se croisent. Continuer à écrire ces récits, c'est garder nos mémoires éveillées et nos curiosités vibrantes. Merci à tous nos auditeurs d'avoir voyager avec nous, restez à l'écoute de RCF Cœur de Champagne pour d'autres rencontres qui éclairent notre région et notre histoire. La joie se partage avec RCF Cœur de Champagne. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,